Thank you, everybody, for joining today in our current climate seminar series session. My name is Athanasios Nenes, and I'll be your moderator today. So just to remind everybody, although people know this well by now, this is the seminar series is one of the pillars of the New Climate Center, which is a center joint between EPFL and UNIL. And it's designed and its goal is to highlight climate research and teaching and raise ambition in climate action. The seminar series happen every 2 weeks or so on Mondays at this time slot. And we invite speakers from UNIL, EPFL, and beyond to raise discussion topics that are both provocative, they're of relevance for climate, and the idea is to generate discussion and interactions at all levels. There have been many seminars to date, so we invite you to check out the seminars that are recorded on the Climact YouTube channel. And you'll see the links as well for the YouTube channel, as well as our Twitter feeds on the chat. And before we start, I'd just like to remind people, please be polite. Mute your microphone and just open it when it's time for the question and answer sessions. The seminars are recorded and they will be posted online, of course. And if you want to ask questions, please raise your hand or open the microphone in the chat when the time comes. The seminars are bilingual, so they're French and English, so please use your language of preference when you want to ask questions or discuss things. And with that, we go ahead with our seminars. So today we have the pleasure and honor of having two speakers. The first will be given by Stephen Tamburini, who's an activist for Climate Strike Switzerland and Solidarité, member of the Syndicat des Services Publics and involved in the Grève pour l'Avenir. And followed by a seminar by Professor Nathalie Frascaria-Lacoste, who is a professor of ecology at AgroParisTech and deputy director of the Ecology Systematics and Evolution Laboratory at University Paris-Saclay. So again, thank you everybody for coming, and let's start off with Stephen. Whenever you're ready, Stephen. Magnifique, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vois des têtes qui bougent. Voilà, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, notamment dans un contexte où justement vous parlez de la question de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité, du lien entre les universités et la cité, et du coup des mouvements sociaux, en l'occurrence moi aujourd'hui, parce qu'à la base, en fait, avant que je perde mon job avec la pandémie et que je devienne, on va dire, pas full-time activiste, j'étais également médiateur culturel et scientifique. Je cumulais différents jobs et ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Donc, mon propos aujourd'hui, ça va être d'abord, en premier lieu, très rapidement, de vous rappeler qu'est-ce que c'est la grève du climat et ses activités principales, qu'est-ce qui s'est passé, et en fait de vous parler de la grève pour l'avenir, un projet très important pour la grève du climat, mais pas uniquement pour l'avenir, et de cette mobilisation pour le 21 mai, quelle forme elle va prendre et aussi qu'est-ce qu'elle peut faire naître dans la population et aussi, j'espère, parmi vous. Du coup, la grève du climat, vous le connaissez, Fridays for Future, c'est un mouvement finalement principalement d'étudiants et étudiantes qui ont fait des grèves scolaires à plusieurs dates au niveau international. En Suisse, il y a eu des dates en 2019, c'était un des mouvements sociaux les plus importants en fait depuis très longtemps en Suisse. Et du coup, ce qu'on faisait principalement, c'était de faire ces grèves pour mettre en évidence trois choses qui étaient l'urgence climatique, que je n'ai pas besoin de thématiser ici, mais également d'avoir une revendication sur la question de la neutralité carbone en 2030, avec une réduction des émissions très importante au début, pour pouvoir respecter aussi nos revendications internationales qui sont finalement de ne pas dépasser les 1,5 degrés. Et notre troisième revendication qui était également celle de la justice climatique. Et pour ça, en fait, la grève du climat ne s'est pas arrêtée uniquement à des actions en fait, de grève scolaire, mais a essayé aussi d'utiliser un grand nombre d'outils qu'elle avait devant elle, notamment en partie des actions de désobéissance civile. Vous avez peut-être en tête cette action qui avait eu lieu sur la place fédérale l'année dernière, en septembre, où pendant plusieurs jours, un camp était là pour ramener la question de l'urgence climatique après ce moment de pic de première vague de la pandémie, mais également finalement des outils parfois aussi plus institutionnels, tout comme un plan d'action climatique que la grève du climat a écrit, un énième plan d'action, vous direz, mais celui-ci était particulièrement ambitieux et vous pouvez toujours le consulter en ligne et faire des retours qui nous sont précieux pour atteindre en fait cette neutralité en 2030
et également respecter ce principe de justice climatique, un plan qui fait presque 350 pages et à 138 mesures de nombreux et nombreuses experts qui ont collaboré avec des gens de la grève du climat, qui pour nous était un projet très important et continue de l'être et va avoir en fait, vous verrez par la suite, des implications importantes. Et du coup, le projet que je vous présente aujourd'hui, c'est celui de la grève pour l'avenir. Donc, qu'est-ce que c'est la grève pour l'avenir? À la base de ce projet, il y a une réflexion, la réflexion suivante, qu'on va dire qui est politico-scientifique. C'est d'une part la constatation que finalement les grèves scolaires et le fait que principalement la jeunesse, mais pas uniquement, était concernée par la question climatique à ce moment-là, ne suffisait pas. Ça veut dire que c'était l'ensemble de la population qui devait se saisir de cette question et qu'il fallait aller en fait un petit peu plus loin pour mettre la pression sur un certain nombre d'acteurs et d'actrices dans la société et notamment d'aller dans ce qu'on pourrait dire avoir un impact également matériel en passant de grèves symboliques importantes quand même scolaires à des grèves peut-être économiques. Donc ça, c'était la première constatation. Et la deuxième était de dire que justement, si on voulait toucher l'ensemble de la société, il fallait trois choses à la base. Il fallait d'une part s'organiser de manière décentralisée partout où on le peut. Et partout où on le peut, ça veut dire où on vit et où on travaille notamment, parce que c'est là qu'on passe la majorité de notre temps. Et c'est donc aussi dans ces secteurs qu'il faut se poser des questions. Et de ce point de vue-là, pour nous, c'était assez logique de pouvoir également se mobiliser autour avec les syndicats. Et la deuxième constatation, c'est avec la grève féministe, parce que justement, elle avait expérimenté une mobilisation de la sorte pour le 14 juin 2019. Et on ne peut pas avoir de changement social important sans le mouvement social le plus important des 100 dernières années en Suisse. Pour nous, c'était très important dès lors de devoir discuter et de collaborer également avec ce mouvement de manière aussi importante que prévu, qu'on voulait. Et du coup, pour nous, l'important, c'était qu'ensemble, nous soyons capables de nous mobiliser sur des dates communes et qu'on trouve en fait des articulations, des revendications en commun, qu'on essaye de créer. Après, vous parlerez également de transdisciplinarité, de cette interdisciplinarité, qu'on aille à la racine des problèmes et qu'ensemble, avec nos différents en fait, savoirs, avec nos différentes positions qu'on occupe, on trouve des solutions qui nous permettent de changer les logiques du système et surtout de trouver les leviers qu'on voulait. Du coup, une chose que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, parce que je ne vais pas pouvoir vous présenter l'ensemble des choses. À la base, la grève pour l'avenir, elle devait se mobiliser le 15 mai 2020, mais en fait, c'est le 21 mai 2021 qu'on se mobilisera pour la première fois de manière très large. Et on se mobilisera notamment autour d'un manifeste qui a été rédigé au niveau national, mais qui a été beaucoup travaillé aussi dans les régions par les organisations que vous pouvez trouver d'ailleurs comme de nombreuses autres informations sur le site de la grèvepourlavenir.ch. Ce manifeste qui comporte une déclaration du début et ensuite une série de revendications. La déclaration du début prend surtout en compte, on va dire, nos messages principaux, qui sont les suivants. Le premier, de dire que les crises auxquelles nous faisons face, sanitaires, économiques, écologiques, elles sont liées, elles sont profondément liées et elles ne peuvent pas s'ignorer ensemble. La deuxième, c'était de dire, nous sommes dans une situation aujourd'hui où nous devons faire la constatation difficile que les institutions économiques et politiques sont insuffisantes pour pouvoir répondre aux défis auxquels on fait face. Dès lors, pour nous, l'important en tant que ce mouvement regroupant ces différentes composantes, c'est de pouvoir s'organiser, se mobiliser et faire grève pour une transition juste. Donc ça veut dire, en fait, ce que je vous ai exposé avant, l'idée de s'ancrer dans la société, partout où on le peut, dans les associations, auprès des collectifs féministes, donc créer des nouveaux également contre des, voilà, peut-être des directions différentes, de faire le lien avec des secteurs du travail directement touchés, partout où on le peut. C'était ça qu'on voulait, et créer ces collectifs qui créent ensuite du commun ensemble. Et ce commun, notamment, ça a été cette première expression, mais voilà, elle ne représente pas tout, ce manifeste, où vous avez 14 revendications. C'est des revendications qui sont très larges. Vous pouvez avoir notamment la première qui nous concerne au premier plan, notamment pour la grève du climat, de dire il ne faut pas dépasser les 1,5 degrés, il faut sortir des énergies fossiles. A également des revendications on va dire, plus spécifiques, mais par exemple, vous pouvez avoir sur la question du travail, de dire on veut un travail digne, alors ça c'est très large, mais ensuite dedans de dire nous pensons qu'il est nécessaire de réduire le temps de travail pour produire moins et répartir mieux
le temps de travail au sein de la société. Également, il est important que sur les questions du travail, on puisse décider ensemble, pas seulement quelques personnes ou une seule personne, ça dépend des situations des entreprises. Donc vraiment de redonner du pouvoir également à toutes les personnes. Donc vous avez un grand nombre de ces… finalement, c'est une boussole politique pour nous. Et cette boussole politique, en fait, elle nous permet d'agir à 3 niveaux. Et c'est là, pour quel avenir, j'ai marqué dans le titre, pour quel avenir, c'est un peu, il faut regarder dans 3 directions. Il faut regarder en arrière, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses, des projets, des réformes qui nous sont proposées, qui sont pour nous, en fait, simplement de relancer la machine ou de la poursuivre si elle n'a même pas été arrêtée dans ces secteurs. Et ça, c'est l'ancien monde. Pour nous, c'est le monde qu'on ne veut plus. Et il y a des choses sur lesquelles, aujourd'hui, on va se mettre d'accord, on doit se mettre d'accord pour dire ça, on arrête et on va dans d'autres directions. Je peux vous donner 2 exemples. C'est mon opinion personnelle, ce que je dis maintenant. Il y a le projet d'AVS 21, donc cette réforme notamment sur la question des retraites, qui va viser à augmenter l'âge de la retraite des femmes et à flexibiliser également l'âge de départ à la retraite et aussi financer ça par des mesures type la TVA, dont on ne parlera pas que c'est ni écologiquement une bonne mesure et encore moins une bonne mesure sociale. De ce point de vue-là, ça va à l'encontre de tout ce qu'il y a dans le manifeste. Ce genre de choses, il faut les combattre, il faut les dénoncer. Mais dénoncer, ce n'est pas suffisant. C'est comme dire, on ne veut pas qu'il y ait eu le traité de libre-échange avec le Mercosur. C'est important parce que si ces choses-là passent, demain, de nouveau, les changements structurels qu'on va avoir besoin de faire, ce sera des ruptures de plus en plus grandes. Et avec des ruptures de plus en plus grandes, il y a des risques systémiques de plus en plus grands. Et nous, ce qu'on veut, ce n'est pas s'entretuer à la fin. D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'on veut du tout. Du coup, on veut trouver les meilleures solutions, aussi radicales qu'elles soient aujourd'hui. Le deuxième, c'est regarder dans l'instant présent, parce qu'il faut manger, parce qu'il faut vivre, et du coup, il faut améliorer tout de suite le système dans lequel on est. Donc, il ne faut pas dire on veut briser le capitalisme et sortir immédiatement, ça, ce n'est pas du tout réalisable, il ne faut pas faire ça. Ce qu'il faut, c'est trouver des mesures concrètes aujourd'hui qui permettent d'améliorer la situation des gens, qui permettent d'aller dans des bonnes directions, qui permettent de se poser des bonnes questions. Ça, pour moi, c'est très important. Donc, des revendications immédiates. Et de ce point de vue-là, la grève pour l'avenir, elle a ce potentiel, cette capacité, en fait, de poser ces questions à une échelle très large, comme je vous ai dit, que ce soit dans votre commune à Épalinges, que ce soit à l'Université de Lausanne, ou si vous travaillez sur un chantier à Ronan. Ça, c'est des choses qu'on peut faire là tout de suite. Et la troisième chose, c'est dans quelle direction on va. Et pour nous, dans quelle direction on va, au-delà de la question des valeurs, c'est que demain, il y a des leviers dans le système qu'il va falloir changer. D'une part, parce qu'il y a des tensions politiques autour de certaines questions, mais deuxièmement, parce que si on veut changer un système, on va pas faire tabula rasa, ça ne marche pas. Généralement, c'est extrêmement compliqué. Mais de se dire, OK, où sont les points qui peuvent avoir une grande influence? Et là, je vous en donne un, qui est une des pistes évoquées dans la grève pour l'avenir. Et puis après, j'irai encore une petite chose qui se passe le 21 mai et je prendrai vos questions. De nouveau, la question des retraites. Première question en Suisse. On ne peut pas l'esquiver pour un mouvement climatique. Les syndicats sont dessus, la grève féministe également. OK. La situation, c'est laquelle? Aujourd'hui, c'est que le deuxième pilier, il est massivement investi dans les énergies fossiles. Dès lors, qu'est-ce qu'on a fait pendant des années? Dire, il faut que vous investissiez ailleurs, s'il vous plaît, désinvestissez des énergies fossiles. Donc, on laissait le pouvoir très fortement aux entreprises et à différentes organisations et à la place financière. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait dire, c'est il nous faut une réforme structurelle des retraites pour soutenir l'AVS, qui est un système profondément juste, qui a également des torts, qui est beaucoup basé sur la question de la croissance économique. Il faut aussi remettre en question, mais comment on va de l'avant en transformant par exemple ce système demain, de dire peut-être qu'il faut fusionner le deuxième pilier dans le premier, ou il faut créer un fonds de transition pour ensuite financer tout un nombre de mesures importantes comme la reconversion écosociale, comme la question de la revalorisation des secteurs du care, par ce fonds, et également de nous avoir, citoyens et citoyennes, qui travaillons avec notre argent, qu'on gagne de l'argent, choisir nos priorités. Si demain, on veut qu'une des priorités, ce soit l'agriculture, c'est à nous de choisir. Et voilà, il faut se donner les outils avant que finalement, tout le deuxième pilier s'écrase, comme notamment le dit l'Alliance climatique dans une étude récente qui pourrait perdre du coup les investissements quasiment 30% de leur valeur. Vous comprenez, ça c'est un immense défi par exemple, et le mouvement écologiste ne peut pas passer au travers. Et moi, ça c'est là que j'appelle des réformes structurelles ou des ruptures. Il faut avancer du contenu positif
et essayer de sensibiliser la population pourquoi elles sont nécessaires. Et pour ça, bah, il n'y a pas d'autre moyen que de se mobiliser. Et le 21 mai, ce qui va se passer, en gros, c'est qu'il y a des groupes régionaux partout de la grève pour l'avenir, dans tous les cantons, dans le canton de Vaud notamment. On est bien, c'est sympa. Bah, il y aura en fait des actions autour de deux moments, notamment une alarme climatique et sociale pour dire c'est midi moins une, donc à 11h59, faites du bruit, un maximum de bruit comme vous pouvez, que ce soit un cri de rage, que ce soit une chanson, que ce soit avec votre casserole, ou, je ne sais pas, faire sonner votre voiture ou les trains, tout ce que vous voulez. Montrez que vous êtes là. Et également, bah, si vous pouvez organiser avec également des proches, des personnes pour que ce soit visible, ce sera d'autant mieux, parce qu'il est midi moins une et il faut réagir. Et le deuxième, ce sera de reprendre la rue, donc de redescendre dans la rue, de faire attention évidemment à toutes les contraintes sanitaires qui sont importantes, mais de pouvoir montrer que voilà, on est encore présente. On veut que finalement on ait un avenir, que cet avenir, ben, on essaie de le dessiner ensemble aujourd'hui, de se poser des questions. Et ben, posons-nous ces questions ensemble. Et c'est pour ça que la dernière chose que je voulais dire, notre horizon de la grève, souvent, il peut être voilà, aussi connoté négativement par un certain pas faire grève partout. Je pense qu'il y a des endroits où c'est nécessaire de faire grève, mais quand on amène des solutions et qu'elles sont acceptées, ben moi, je tape des mains. Par contre, quand elles ne sont pas acceptées, ben là, il faut amener plus loin aujourd'hui le conflit. Si hier, on avait eu peur, les jeunes, de sortir de l'école, ben on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il doit y avoir des sursauts également dans la population, parce que ces moments de grève où on arrête, c'est là où on réfléchit ensemble, on se pose des questions. Moi, quand j'ai arrêté temporairement mes études d'une journée, 2 jours, 3 jours, bah, je me suis posé des questions et j'en suis arrivé là aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai raison ou j'ai tort, mais en tout cas, j'ai réfléchi. Et si toute la population réfléchit et réfléchit ensemble, on trouvera des solutions. Et voilà, je vais terminer là-dessus et j'accueille volontiers vos questions, tant sur les revendications, le type du mouvement. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, l'exposé, je le fais en français parce que vous allez voir que, en fait, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, je suis sur les mêmes lignes, mais, en tant qu'écologue et puis en tant qu'enseignante, je me suis posé la question, en fait, de comment avancer et comment comprendre mieux. Et pour ça, ça m'a amené à avoir, quelque chose de plus réflexif et vous verrez que par rapport au discours, précédent qui était vraiment, les mains dans le cambouis, moi je suis plus en amont. Mon discours va être plus aérien et surtout et vous allez comprendre pourquoi, je me suis beaucoup inspirée de ce qui a été fait, dans au niveau de la philosophie des sciences, hem, pour essayer de comprendre. Alors vous verrez que ma présentation, elle est, avec des illustrations aussi d'un auteur que j'aime beaucoup du XXe siècle qui est Escher. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tous les cas, je trouve qu'il, traduit un peu la folie de ce monde et je trouve qu'il illustre bien, la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Alors les constats, vous le savez tous, on est dans une société individualiste, utilitariste, qui se pose, la question de la valeur d'usage, de notre relation les uns avec les autres, du temps de l'expérience et puis, dans ce contexte, extrêmement, complexe, l'érosion de l'environnement, est importante. Alors évidemment, les sociétés, humaines décident de prendre en charge, elles agissent de différentes façons, on vient d'entendre un peu de parler de ça, mais souvent peu efficaces et partielles et en fait, c'est ça qui, me turlupine depuis longtemps, c'est que l'action, bien que présente, elle est assez désespérante et pourquoi est-ce que c'est si difficile? Et finalement, si on commence à s'interroger les uns les autres, dans notre rapport à la nature, on se rend compte de toutes les contradictions qui témoignent en fait de la complexité profonde qui existe, dès qu'il s'agit d'ouvrir des portes de réflexion sur notre relation au vivant. En fait, de la même manière que les humains ne sont pas des êtres parmi d'autres, la crise écologique n'est pas un événement quelconque dans l'histoire des humains. En fait, on est, dans la première expression et la première prise de conscience de cette crise aujourd'hui, de façon, extrêmement violente.
toute la totalité de l'être se reflète dans l'humain et la crise écologique. Et cette crise écologique, donc, c'est quand même la première qui met en danger l'existence de l'humanité. Elle met en jeu la condition humaine et elle pose la question importante de la mise en péril de la totalité de nous, mais de nous parmi tous les autres, parce que nous ne sommes pas les autres seuls vivants de ce monde. Et donc, c'est le signe d'une nouvelle ère historique. Et je pense que dès lors qu'on a ça dans la tête, ça permet déjà d'avancer un peu sur cette réflexion. Leff, c'est un philosophe colombien qui a beaucoup écrit et je trouve que s'arrêter 5 minutes sur ses écrits est extrêmement éclairant. Ce qu'il dit, c'est que, le carrefour, civilisationnel est avant tout une crise de la rationalité de la modernité et renvoie à un problème de connaissance. Et je pense que partir de ce point de vue-là est extrêmement éclairant. L'évolution de la nature a généré quelque chose de radicalement nouveau qui se détache de la nature paradoxalement. Effectivement, dans l'histoire de l'humanité, l'émergence du langage, le fait que les homidés se soient mis à parler, tout ce qui est de l'ordre symbolique, c'est-à-dire, toutes les règles, toutes les normes, toutes les lois, tout ce qu'on a mis en place, finalement, depuis tous ces siècles, inaugure à l'intérieur de ce processus évolutif, hein, puisque c'est quand même lui, cette évolution naturelle qui a conduit à tout ça, à une nouveauté qui est assez indissoluble. Une sorte de différence entre le réel et le symbolique, c'est ce qui classe aujourd'hui ce qu'on parle de la nature et de la culture, qui font de la civilisation humaine et qui va être vraiment profondément lié à tout ce qui est signification des choses, conscience du monde, connaissance du réel. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, cette dégradation environnementale, hein, dont on parle tous, cette mort anthropique de la planète vers laquelle nous tendons fortement, c'est le résultat de ces modes de connaissance à travers lesquels l'humanité a construit le monde et l'a détruit par une prétention d'unité, d'universalité, de généralité, de totalité. Et aussi par une sorte d'objectivation et de chosification du monde. Et en fait, à rendre tout ça sous forme d'objets manipulables, hein, ce monde vivant qui, voilà, bah, on en fait ce qu'on en veut et on s'autorise tout sur lui, eh bien, a des conséquences qui sont assez dramatiques puisqu'on a une attitude scientifique de plus en plus coupée du sujet. La science, finalement, paraît séparée de la vie, de l'existence. Et on est vraiment dans cette fragmentation de la connaissance et cette destruction écologique qui seraient les symptômes d'un mal civilisationnel. Là, j'ai juste pris, des exemples qu'on peut voir dans des revues, la façon dont on parle de la nature et c'est extrêmement intéressant parce que quand je parlais d'objectivation, quand je parlais de chosification, on est bien là. Des villes vertes et bleues, ça veut dire quoi? L'infrastructure verte, les espaces verts, les villes se réinventent plus vertes, voilà et les toits verts. On est dans quelque chose de manipulable à façon, de quelque chose qui voilà, c'est comme ça qu'on va régler les problèmes du monde. Et donc, comment on peut avancer? Comment on peut sortir de là? Leff nous propose de parler de sortir de cette rationalité dont je venais de parler, d'une rationalité environnementale qui serait une sorte de nouvelle voie de compréhension du monde, qui prendrait en compte la limite du réel, l'incomplétude de l'être et l'impossible totalisation de la connaissance. Et ce qu'il dit, et ce qui est alors qui me parle, moi qui suis enseignante, hein, c'est de dire que finalement, est-ce qu'il ne faut pas repenser la réalité, comprendre toute cette complexification dans laquelle on est, d'accepter que nous avons des liens profonds entre notre propre complexité et la réalité, entre la raison et la passion, voilà, entre la sensibilité et l'intelligibilité, revenir à des valeurs un peu nouvelles pour ouvrir de nouvelles voies du savoir et qui permettrait une reconstruction du monde et une réappropriation de choses qu'on a complètement délaissées, dans lesquelles on s'est complètement abstrait. Un savoir qui assumerait cette incertitude, le chaos, le risque comme l'effet de la connaissance qui prétendait les annuler et comme une condition intrinsèque à l'être. Édith de Léage, en 2004, elle fait référence à une conférence d'un philosophe qui s'appelait Husserl en 1935 et qui disait déjà à l'époque, hein, dans la construction d'un savoir aujourd'hui, il faut réenraciner les sciences dans le monde de la vie. Et ça implique quoi? Ça implique une attitude intellectuelle qui soit plus ambivalente
et qui permettent de faire le lien entre des sciences comme les sciences de la nature qui expliquent les faits. Moi, en tant qu'écologue, j'explique les faits, j'observe une érosion de la biodiversité, j'essaye d'expliquer. Et puis aussi la compréhension du sens. Et la compréhension du sens, c'est les sciences de l'homme. Voilà pourquoi. Et donc, il faut à la fois réunir ces deux façons de voir le monde. Il faut aussi que toute recherche implique une attitude intellectuelle non disciplinaire. Et c'est là où on en vient à cette nécessité d'un nouvel esprit scientifique qui serait associé à une interdisciplinarité particulière. Alors, laquelle? Alors déjà, l'interdisciplinarité, c'est l'idée de croisement disciplinaire sur un objet commun. Donc, tout le monde peut se revendiquer de l'interdisciplinarité. Mais là, on est sur quelque chose d'un peu différent. L'idée, c'est d'une interdisciplinarité, non pas qui associe l'écologie comme science des interrelations, hein, avec l'agronomie, l'économie, les sciences du climat, ce qu'on entend tous les jours, hein, l'agroécologie. Qu'est-ce que c'est que l'agroécologie? Ou celle de la complexité pour articuler les différents champs de la connaissance. Parce que si on fait juste cette jonction disciplinaire, en fait, on reste sur cette volonté totalitaire d'une rationalité scientifique. Les intérêts disciplinaires résistent. On reste sur la même chose. On a combiné des sciences les unes avec les autres, mais on n'a pas changé du tout la façon dont on articule le savoir. Donc, cette interdisciplinarité, elle ne va pas. Il ne s'agit pas non plus de se limiter à comprendre le cours de l'évolution naturelle, hein, ce que je fais en tant qu'écologue, ou l'ordre économique global dans une vision croisée, ce que peuvent faire les économistes, ni d'avoir une simple conscience écologique. Voilà, j'ai conscience que le monde va mal. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller vers un nouveau savoir environnemental qui doit mêler ce qu'on ne fait jamais, mais d'autres savoirs plus marginaux et empiriques. Ce que nous dit l'EF, c'est que la complexité environnementale, elle génère un hubris, une sorte de démesure, qui est celle des branches de la connaissance qui interviennent sur le réel, qui pénètrent le réel, qui bouleversent le réel. Il faut que cette complexité soit les fers de lance de la connaissance qui porte un teint au réel et l'altère jusqu'à empêcher toute relation possible objectif, pour faire pousser de nouvelles racines d'identité. Ça veut dire qu'il faut aller vers une nouvelle hybridation entre science, technique, pratique, savoir, un nouveau dialogue de savoir, une nouvelle interdisciplinarité à construire. Et on va aller plus loin encore. Et la question que je pose, c'est que cette interdisciplinarité ne doit pas être elle-même indisciplinée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'interroger sur l'identité de la discipline qui formera sa ligne d'investigation première, mais être capable de se déplacer, de se déporter, de se dédisciplinarité pour accéder à des problématiques qui sont jamais instruites, parce qu'elles sont incertaines, parce qu'elles sont complexes, parce qu'aucune discipline n'est capable de les traiter à elle-même. Nicole Mathieu nous dit que cette vision d'indisciplination, elle est essentielle pour la compréhension du monde. Ça veut dire oser choisir un impensé par la recherche, un objet entre corps et pensée qu'aucune discipline ne revendique. Eh bien, ce nouveau savoir, il doit incorporer autre chose, des identités, des valeurs culturelles, des significations subjectives, sociales, une sorte de repositionnement de nous tous à travers le savoir qu'on va déconstruire. Et Leff nous dit, il faut déconstruire ce qui a été pensé pour penser ce qu'il reste à penser, pour pénétrer au plus profond de nos savoirs et laisser place à l'inédit, à révoquer nos certitudes, devenir plus humble par rapport à ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Et donc, ça veut dire une refondation du savoir pour aller vers la construction de futurs inédits à travers la pensée et l'action sociale. Évidemment, cette interdisciplinarité ne signifie pas l'abandon des disciplines, parce qu'elles sont utiles pour forger la connaissance, mais une vraie confrontation de ces disciplines avec d'autres savoirs pour changer la manière de penser, de voir, d'agir dans le monde. Un besoin d'un nouvel esprit scientifique plus ouvert. Est-ce que par cela, on irait vers bâtir une nouvelle pensée écologique? Ça, c'est une vraie question et quelqu'un que je vous conseille de lire, c'est un Américain qui s'appelle Tim Morton, qui est un philosophe aussi et qui a fait tout un livre sur cette pensée écologique, donc je vais vous donner quelques éléments.
Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut sortir du verre lumineux, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est un mode optimiste, l'intelligence, l'acceptation de l'univers ensoleillé de biens de consommation, ou le recyclage de différentes actions locales sont une manière de repousser la crise, en fait, de mettre l'horreur à distance, se donner bonne conscience en se disant, bah, finalement, on a des petites choses et puis on fait les choses bien, donc on a réglé le problème. En fait, ce qu'il dit, lui, c'est que la pensée écologique est une prise de conscience très violente, qui préfigure une société où l'introversion, la passivité de soi ont un rôle essentiel à jouer, l'humilité. C'est une nouvelle interrogation sur la posture de la science, comme je disais, c'est-à-dire capacité à admettre qu'on se trompe, qu'on n'est pas sur la bonne voie. Voilà, et un questionnement, ça doit devenir une posture habituelle. Penser, évoquer l'environnement d'une manière nouvelle, introduire l'hésitation, l'incertitude, l'ironie, l'attention, l'improvisation. En fait, quelque part, porter les choses à la conscience, assumer notre conscience et nos choix. Ça veut dire penser et agir collectivement, mais on a besoin d'une coopération consciente, c'est-à-dire que savoir où on va, parce qu'on ne va pas tomber par hasard sur des solutions adéquates. Comment, ensemble, collectivement, on va vers l'émergence de ces solutions. C'est un nouveau mode d'être, pardon, et pas d'avoir. Voilà. Inventons des formes d'être ensemble, sans intérêt personnel. C'est-à-dire une sorte de réconciliation dans le maillage de la vie. Nous sommes tous interconnectés les uns avec les autres, avec le monde humain, le monde vivant non humain. Voilà. Faisons cette réconciliation. Ça veut dire que tout est à bâtir. C'est une vraie pensée révolutionnaire et c'est quelque chose de difficile. Mais on l'a vu tout à l'heure avec l'exposé de Steven. Il faut refaçonner le monde, nos problèmes, nous-mêmes. Accepter de remettre en cause ce que nous pensons être le réel et ce qui ne l'est pas, et ce qu'on considère comme existant et inexistant. C'est pas une écologie lumineuse, c'est une écologie sombre, parce qu'elle inclut la négativité, la laideur, l'horreur, l'ironie, parce que l'ironie, finalement, permet d'avoir d'autres points de vue qu'il nous faut connaître. Et puis, la laideur, l'horreur ont de l'importance parce qu'elles obligent, voilà, à aller au-delà d'une pitié-condescendance. La rhétorique environnementale telle qu'on la voit aujourd'hui, telle qu'on la lit tous les jours, elle est positive, extravertie, masculine, elle privilégie la parole à l'écrit, suscite l'immédiateté, ensoleillée, directe, solide et saine. Là, la question c'est où est la négativité, l'introversion, le féminin, l'écriture, la médiation, l'ambiguïté, les ténèbres, l'ironie, la fragmentation et la maladie. Est-ce que ce ne sont pas des catégories écologiques? J'aime beaucoup ce schéma de Bloch et Paredes, paru en 2019, qui montre bien finalement vers où il faut qu'on aille. Vous voyez, qui vous remettent les éléments qui concernent les aspects écologiques et puis sociaux. On est bien à la confrontation des deux. On est sur quelque chose de poussé, de haut, de loin, qui est difficile. Donc pour conclure, j'ai envie de dire que maintenant, en fait, il est hyper important de penser une humanité plurielle et une pluralité des histoires humaines pour répondre à l'illusion d'un homme unique véhiculé par la récente mise en avant d'une notion controversée que beaucoup connaissent, qui est l'anthropocène. Ça veut dire qu'il faut changer collectivement de paradigme, trouver d'autres points d'équilibre, de revenir à des relations vivables, pacifiques, modifier, réévaluer, voilà, en permanence le développement technique et industriel. Repenser le sens du processus éducatif. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Ce que nous dit l'EV, c'est qu'il faut remettre le mot éducation dans sa vraie nature. C'est laisser l'être être, le désir d'être. Apprendre à déconstruire, à penser et non mettre des pansements, hein, des rustines. Vraiment réfléchir. C'est une interdisciplinarité hein, qui rassemble les sciences de la nature, les sciences sociales, mais aussi qui soit elles-mêmes indisciplinées. Il faut aller chercher dans les disciplines ce qu'elles ont de plus indiscipliné pour permettre d'aller vers ce nouveau savoir. C'est ce qu'on essaye de faire avec des collègues hein, dans une formation troisième année d'ingénieur. Voilà, on essaye d'amener nos étudiants à s'embarquer avec eux dans quelque chose de différent. C'est finalement revenir sur ce qu'est l'individu, ce qu'est le collectif, du subjectif à l'objectif pour aller vers quelque chose d'une interface, les fameux cela avec un S, écosystème, organisation sociale et interaction. C'est vraiment rebondir là.
Et je terminerai juste par un article, un bout d'un article de Roy Scruton dans le New York Times de 2013, où il dit « Learning how to die in the Anthropocene ». L'idée, c'est finalement de se dire, en fait, est-ce que l'idée, ce n'est pas de revenir à accepter la mort, finalement, comme une évidence de la vie sur Terre, pour réapprendre à vivre, en fait? Est-ce qu'on n'en est pas là? Voilà, merci pour votre attention et juste une phrase de Ingold, qui est un anthropologue, qui dit: «Il est essentiel de faire attention à la Terre, de maintenir en bon état les relations qu'elle représente. C'est seulement à partir de ce moment que la Terre pourra, de manière réciproque, continuer de faire grandir et de nourrir ceux qui vivent en son sein». Merci beaucoup.